Par une nuit d'été de 1998, un policier est abattu à Houston, au Texas. Un dangereux tueur court en liberté. Les autorités lancent une chasse à l'homme et les procureurs se battent pour obtenir justice contre un tueur sans pitié. Celui-ci prétend avoir été victime de la brutalité d'un policier, protégé, selon lui, par ses collègues grâce à une loi du silence. Un agent de police de 25 ans est brutalement abattu après avoir croisé la route d'un présumé membre d'un gang de Houston, au Texas. Pour que justice soit rendue, le procureur Chuck Rosenthal devrait faire une incursion dans la vie interrompue d'un jeune policier au futur prometteur et dans celle d'un adolescent qui est aguerri à la violence. L'ironie du sort a fait que ces deux jeunes proviennent du même quartier. Ils avaient vécu le même genre d'enfance. L'un d'eux était allé dans un sens et l'autre avait pris la direction opposée. Nous sommes le 29 septembre 1998. Pour les agents Michael Aiken et Matthew McCord, la soirée commence comme toutes les autres. Les deux agents sont patrouilleurs dans le secteur nord de Houston. Ils effectuent aussi des vérifications de vitesse à l'aide d'un radar. L'air est chaud et humide, ce qui est normal pour cette nuit de fin d'été à Houston. Un peu après minuit, une Cadillac passe devant eux. Okay. All right, this is Aiken, dispatch, radio check. L'agent Aiken suit seul la voiture jusqu'à une aire de stationnement vide au bord de la voie de service de l'autoroute Hardy. Cette autoroute relie le centre-ville de Houston à l'aéroport. Quand la Cadillac s'arrête, Aiken signale sa position à la centrale. L'agent descend de son véhicule et s'approche de la voiture. Il y a 6 adolescents à bord. L'agent leur demande leurs pièces d'identité. Si l'une des personnes à bord a moins de 18 ans, elle viole la règle du couvre-feu de la ville qui a été fixée à 23 heures. Un jeune homme assis à l'arrière refuse de montrer sa carte d'identité. Aiken le fait descendre de voiture et commence à le fouiller. Tout à coup, le jeune homme s'enfuit à toutes jambes vers les champs à proximité. L'agent Aiken le poursuit et les deux hommes disparaissent dans l'obscurité. Quelques secondes plus tard, la centrale reçoit un message confus de la part d'Aiken. La répartitrice demande à l'agent de répéter les informations, mais ne reçoit pas de réponse. Préoccupée, elle contacte l'agent McCord. Elle lui donne les coordonnées en lui demandant de passer pour voir si Aiken a besoin d'aide. McCord arrive sur les lieux en moins de quelques minutes. Il repère la voiture de son ami Michael Aiken. Il n'y a personne à bord.
La voiture est stationnée derrière une Cadillac dans laquelle se trouvent 5 adolescents. L'agent Aiken est introuvable. Exit the car, driver's side only. Keep your hands where I can see them. Lay face down on the ground. Keep your hands out in front of you. Where is he at? Where is he at? He went that way, running after Jose. Running? Where? He went that way, running after Jose. This is McCord. I need back up. Boy 15, go to civil. 1 David 18, traffic. Des unités de patrouille du service de police de Harris County, du bureau du shérif et du service de police de Houston répondent à l'appel. Okay, keep your hands where we can see them. Keep them just where they are. What do we got? All right, sir. When I came on the scene, there were these 5 McCord informe les agents. Ceux-ci bouclent aussitôt le secteur et commencent à ratisser les lieux. right there. Ils espèrent que l'agent est encore sur les lieux et qu'il est toujours à la recherche du jeune homme qui s'est enfui. Mais l'agent Aiken n'a pas répondu aux appels radio. Quelque chose ne tourne pas rond. Dans le champ avoisinant, les agents aperçoivent un corps étendu immobile par terre. C'est l'agent Michael Aiken. Il a reçu un projectile à la gorge qui lui a été fatal. There's nothing here. What do you got, Joe? I don't have any pulse. No pulse? On dépêche Chuck Rosenthal, l'assistant du procureur local de Harris County, sur les lieux du crime. Celui-ci arrive un peu avant l'aube. Selon les procédures établies à Harris County, quand un représentant des forces de l'ordre a été blessé ou tué, un procureur est assigné à une affaire dès le début de l'enquête. Ce qui m'a frappé le plus, c'était à quel point il avait l'air jeune. La blessure à son cou, la seule que j'ai alors vue, semblait être une blessure faite à bout portant. Près du corps, les enquêteurs trouvent un indice laissé par le meurtrier. Un petit médaillon accroché à une chaîne. Sur le médaillon, il y a un homme assis sur une chaise électrique. À l'endos est inscrit le nom d'un gang de rappeurs. Le bijou est couvert de sang. Les 5 passagers du véhicule, qui sont maintenant détenus à la section des homicides du service de police de Harris County, sont interrogés par les enquêteurs. A police officer was killed tonight. Somebody could look at the death penalty. Now knock it off. I don't have time for your grab ass tonight. Les enquêteurs informent les adolescents qu'ils sont mêlés à un crime capital, soit le meurtre par balle d'un agent de police. On les sépare ensuite pour les interroger individuellement. Une des adolescentes reconnaît avoir menti à la police à propos de l'identité du jeune homme qui a fui la scène du crime. Is the police officer that got shot tonight? All right. Who was in the car with you earlier? Il ne s'appelle pas Rosé, comme elle et ses amis l'ont déclaré plus tôt. Celui que la police recherche s'appelle Michael Anthony Lopez. Il s'est enfui parce qu'il croyait qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son nom. You understand you're not under Il ne veut pas retourner en prison. Les enquêteurs vérifient le dossier de Michael Anthony Lopez et constatent que le jeune homme de 17 ans a un lourd casier judiciaire. Au moment du meurtre du policier, Lopez était en violation des conditions de sa libération conditionnelle. Le bureau du procureur émet alors un mandat d'arrêt à son nom pour meurtre qualifié. Dans la matinée du 30 septembre, 6 heures après le meurtre de l'agent Michael Aiken, le personnel de la police de Houston, du bureau du shérif et du service de police de Harris County est informé de la fusillade. On décrit ensuite à tous le suspect. D'autres agents se joignent aux recherches. Les enquêteurs font aussi des vérifications auprès des amis et de la famille du suspect.
Selon les dossiers, son père est en prison et l'on ignore où se trouve sa mère. Lopez vit avec ses grands-parents à environ 5 km de la scène du crime. Tôt dans la matinée, les enquêteurs de Harris County sont dépêchés chez Maria et Carlos Lopez. Ceux-ci déclarent à la police qu'ils n'ont pas vu leur petit-fils depuis plus d'une semaine. Les enquêteurs apprennent également que Lopez passe la majeure partie de son temps chez Elena Vasquez, sa petite amie. Elena et sa sœur Rosa déclarent aux enquêteurs qu'elles n'ont pas eu de nouvelles de Lopez depuis quelques semaines. Mark Schmidt, un des enquêteurs assignés à cette enquête, n'est pas sûr qu'elle dise la vérité. Bien entendu, on se demande toujours s'ils nous mentent. Sont-ils vraiment honnêtes avec nous? Elena et sa sœur donnent quelques photos de Lopez aux enquêteurs. Schmidt remarque alors que, sur l'une des photos, Lopez porte le petit médaillon caractéristique et la chaîne qui ont été trouvés à quelques centimètres du corps de l'agent Aiken. Le lendemain après-midi, on établit un centre de commandement provisoire près de la scène du crime. C'est le centre des opérations pour la cueillette des indices, le traitement des informations reçues et pour la recherche du fugitif. Un nombre imposant d'agents de plusieurs services de police a été mobilisé pour participer à l'enquête. À Harris County, plusieurs postes de police disposaient d'unités de patrouille. De nombreux patrouilleurs se sont joints à nous. Il y avait la patrouille du bureau du shérif, leur unité canine et leur hélicoptère. La patrouille des autoroutes de l'État participait aussi aux recherches, de même que le service de police de Houston. Les enquêteurs concentrent leurs recherches sur un secteur de 3 km² dont le centre est le lieu du crime. On transmet aux médias les informations relatives à la chasse à l'homme. Ceux-ci diffusent alors une description du fugitif. On met sur pied une ligne téléphonique spéciale et l'on demande à la population de signaler tout ce qui peut paraître suspect. Les policiers font une course contre la montre. Un tueur armé est en liberté et la nouvelle sème la peur au sein de la population. Le suspect n'aura aucun mal à se cacher dans la zone de recherche. Il n'y a pratiquement que des habitations à loyer modique, des entrepôts et des immeubles abandonnés. Alors que la nouvelle de la fusillade se propage, les policiers reçoivent de nouvelles pistes qu'ils doivent toutes vérifier. Mais à la fin de la journée, on n'a toujours pas retrouvé Lopez. Le médecin légiste de Harris County obtient d'autres informations en autopsiant le corps de la victime, Michael Aiken. Celui-ci a reçu 2 projectiles, un dans la tête et l'autre à la gorge. L'autopsie révèle que les 2 blessures étaient fatales. Le projectile qui l'a atteint au cerveau l'a immédiatement privé de ses capacités. L'autre projectile a atteint sa moelle épinière. Les 2 projectiles sont recueillis sur le corps de Michael Aiken par le médecin légiste. Plus tard dans la journée, les agents au poste de commandement reçoivent une information importante. Une femme qui habite dans la zone de recherche appelle pour signaler avoir trouvé un vêtement taché de sang près de sa maison. Des agents sont aussitôt dépêchés sur les lieux. Les enquêteurs recueillent, cachés près des fondations de la maison, un T-shirt maculé de sang séché. À proximité se trouve un tuyau d'arrosage et une flaque d'eau. On dirait que quelqu'un a voulu laver le sang sur le vêtement, mais qu'il a finalement renoncé et l'a laissé derrière lui. Le T-shirt correspond à la description de celui que portait le suspect. Malheureusement, on n'est guère plus avancé.
On faisait tout ce qu'on pouvait et on a fait le tour des maisons à la recherche de traces d'entrée par effraction. On frappait aux portes et on demandait aux occupants si tout allait bien. On leur demandait si un inconnu avait voulu entrer chez eux. Compte tenu du nombre imposant d'agents affectés aux recherches de Michael Lopez, les autorités espèrent lui mettre bientôt le grappin dessus. Mais ils ne sont sûrs de rien. On a fait tout ce qu'on pouvait pour contrôler le secteur, mais on était quand même inquiet qu'il ait réussi à passer à travers les mailles du filet et soit parvenu à nous échapper. À 14 heures, il s'est écoulé plus de 12 heures depuis la fusillade quand les policiers reçoivent un tuyau sur l'endroit où pourrait se trouver le suspect. Deux hommes qui ont entendu parler des recherches viennent au poste de commandement pour signaler avoir laissé monter un jeune homme dans leur camion qui correspondait à la description du suspect. Ils indiquent qu'ils l'ont déposé à plusieurs kilomètres de la scène du crime. Les enquêteurs sont préoccupés car Lopez leur a échappé. Si ce dernier est pris à nouveau en autostop, il sera bientôt très loin du secteur de recherche. Au coucher du soleil, on forme des équipes d'agents. Ceux-ci ratissent la zone de recherche, pâté de maison après pâté de maison, essayant de trouver des traînées de sang, une arme, ou tout ce qui pourrait les rapprocher du suspect. Au poste de commandement, on continue de recevoir des appels du public. Lopez est toujours en liberté quelque part, et les policiers ne progressent pas dans leurs recherches. Pour les enquêteurs, il semble bien que ce présumé tueur de flics leur a échappé. Dans un quartier défavorisé en banlieue de Houston, les enquêteurs d'une demi-douzaine de services de police mènent d'importantes recherches pour trouver un suspect en rapport avec le meurtre par balle d'un jeune agent de police. Il s'est déroulé 24 heures depuis le début de l'enquête entourant l'homicide de l'agent Michael Aiken. Les experts ont recueilli des échantillons de sang ainsi que d'autres indices sur la scène du crime, mais ils n'ont pas trouvé de pistes significatives sur l'endroit où pourrait se trouver le meurtrier. Les enquêteurs élargissent leur secteur de recherche pour retrouver Michael Lopez. Ils n'ont toujours pas trouvé l'arme du crime, ce qui laisse supposer que le suspect est toujours armé et prêt à tuer de nouveau. Puis, ils ont finalement un coup de chance. Le 1er octobre, aux petites heures du matin, la police reçoit 3 appels différents de résidents de la zone de recherche. Les 3 personnes signalent avoir aperçu un homme au torse nu dans le jardin d'une maison abandonnée, à environ 1,5 km de l'endroit où l'on a relevé la dernière trace de sang. Des policiers et une unité canine sont aussitôt dépêchés sur les lieux. Le chien flaire une odeur suspecte et se dirige vers un petit bâtiment en bois sur la propriété. Les enquêteurs s'approchent prudemment. Si l'homme qui s'y cache est bien celui qu'ils cherchent, ils savent que ce dernier n'éprouve aucune crainte à abattre un policier. Les agents entrent dans le bâtiment, l'arme au poing. Le chien cherche à attaquer. Un jeune homme couvert de sang émerge alors de l'arrière d'un réfrigérateur et se rend aux policiers. Le suspect est escorté à l'extérieur du bâtiment. Une de ses mains saigne et semble avoir été atteinte par un projectile. Son visage, ses bras et sa poitrine sont recouverts d'égratignures et de traces de sang séché. Le jeune homme n'est pas armé et n'a aucune pièce d'identité sur lui, mais il correspond à la description du fugitif. Quand on lui demande son nom, il confirme qu'il s'appelle Michael Anthony Lopez. Soupçonné d'avoir tué l'agent Michael Aiken, il est mis en état d'arrestation. Lopez est ensuite conduit à une clinique où les médecins soignent ses blessures, après quoi on le met en détention. Les policiers lui donnent à manger et à boire. Le suspect est en cavale depuis plus de 24 heures.
Turn your head this way. Le présumé tueur de flics a finalement été arrêté. On peut démanteler le poste de commandement provisoire et la population pourra enfin retrouver sa quiétude. Pour le procureur, toutefois, le travail ne fait que commencer. Le fugitif exténué est interrogé par les enquêteurs. Il semble coopératif et répond à toutes leurs questions. We got Mr. Rosenthal from the DA's office. He'll be coming. Quand Rosenthal, l'assistant du procureur local, arrive au poste de police ce matin-là, on lui apprend que le suspect a produit 2 confessions écrites. Dans les 2 documents, il affirme qu'après avoir été capturé par l'agent Aiken, les 2 se sont battus et qu'il aurait accidentellement tiré sur l'agent. Rosenthal veut d'abord s'assurer que les droits du suspect n'ont pas été violés. En prévision du procès pour meurtre, il doit être sûr que les aveux tiendront la route en cours. Une des premières choses que j'ai faites en arrivant, c'est d'aller lui parler en personne. Quand Lopez a été arrêté, il était très sale. Il y avait plusieurs coupures et éraflures sur lui parce qu'il avait dû passer à travers des buissons de ronces. Je lui ai demandé si on l'avait traité convenablement, mais il avait une attitude très froide. On pourrait penser qu'un jeune homme arrêté pour un crime capital serait intimidé dans une pareille situation. Il devrait avoir un air repentant. Or, ce n'était pas le cas de Michael Lopez. Rosenthal est également intrigué par la blessure de projectile à la main du suspect. On a fait un examen de l'arme de l'agent Aiken et déterminé qu'il ne s'en était pas servi. Pendant la lutte entre Aiken et Lopez, ce dernier s'est vraisemblablement blessé lui-même. Lopez ne donne pas d'explication très claire sur ce point. Il y a aussi d'autres incohérences dans les 2 dépositions écrites qu'il a données à propos de la mort de l'agent. Pour obtenir gain de cause, Rosenthal sait qu'il devra présenter au jury une reconstitution détaillée des événements et leur dire exactement ce qui est arrivé quand les 2 hommes ont disparu dans l'obscurité cette nuit-là. Quand un enquêteur informe Rosenthal que Lopez a accepté de retourner sur les lieux pour y décrire tous les événements sur vidéo, ce qui constituera sa 3e confession, Rosenthal saute sur l'occasion. L'après-midi même, le suspect est conduit dans l'aire de stationnement et dans le champ qui longe l'autoroute Hardy, sous bonne garde. Lopez a renoncé à ce que son avocat soit présent à ses côtés. Pendant qu'un agent enregistre les déclarations du suspect à l'aide d'une caméra vidéo, Lopez donne aux enquêteurs sa version des événements de cette nuit-là. Dès le début, Lopez a affirmé qu'il s'agissait d'un accident. Lopez déclare qu'il s'était drogué en respirant du diluant à peinture au cours de la soirée. Il avait des hallucinations quand la voiture dans laquelle il était à bord a été arrêtée pour excès de vitesse. Il y avait un mandat contre lui et il était persuadé que l'agent Aiken allait l'arrêter. Il s'est donc enfui dans les champs et l'agent s'est aussitôt mis à sa poursuite. Quand le jeune agent l'a rattrapé, Lopez lui a dit qu'il préférait mourir plutôt que de retourner en prison. Au fond, il cherchait à justifier ce qu'il avait fait. Il maintenait qu'il avait un pistolet. Il aurait alors dit à l'agent Michael Aiken qu'il avait un pistolet et qu'il allait mettre fin à ses jours si le policier tentait de l'arrêter. Lopez déclare aux enquêteurs qu'il a braqué son arme sur sa propre tempe et que lorsque Aiken a tenté de le désarmer, ils se sont battus. Le coup serait alors parti et Aiken serait tombé. Pour l'aider dans sa tâche, Rosenthal fait alors appel à l'une des procureurs les plus talentueuses et convaincantes de Houston, Kelly Sigler. Elle commence par étudier le dossier de l'affaire. Ça m'apparaissait incroyable de penser qu'un individu qui venait d'avoir 17 ans ait eu autant de démêlés avec la justice par le passé et qu'il était copé de peines si légères autant de fois.
Une semaine après l'enterrement de l'agent Michael Aiken, Michael Anthony Lopez est traduit en justice et accusé de meurtre. Ziegler et Rosenthal savent que leur dossier est solide, mais qu'il n'est pas à toute épreuve. Il n'y avait aucun témoin oculaire sur les lieux, ni mobile apparent. En outre, on n'a jamais retrouvé l'arme du crime. La force de leur cas réside dans les preuves judiciaires qui ont été recueillies. Les experts ont découvert que Lopez avait laissé des empreintes digitales sur la voiture dans laquelle il se trouvait peu de temps avant le meurtre. Des preuves génétiques montrent également qu'il se trouvait sur la scène du crime. On dispose du médaillon trouvé sur les lieux et des vêtements que le suspect a abandonnés derrière lui dans sa fuite. Les indices ont été soumis à 3 étapes d'analyse. D'abord, on a effectué des tests pour déterminer qu'il y avait bien présence de liquide biologique, comme du sang. Ensuite, on a refait d'autres analyses pour corroborer ces résultats. Enfin, on a analysé et comparé des échantillons d'ADN. C'est l'experte en analyse génétique Robin Freeman qui a pratiqué ces tests. Dans cette affaire, on a eu recours aux analyses d'ADN. On a ainsi pu confirmer que le sang recueilli sur la scène du crime était bien celui du suspect, Michael Lopez. L'équipe du procureur croit que ces indices prouvent irréfutablement que Lopez se trouvait bien dans le champ où l'on a trouvé le corps de l'agent de police. Des analyses balistiques démontrent que les 2 projectiles qui ont tué l'agent Aiken ont été tirés avec la même arme à feu, vraisemblablement un revolver Rossi de calibre 38. Malheureusement, on n'a toujours pas trouvé l'arme du crime. Les amis du prévenu affirment toutefois avoir déjà vu Lopez avec une arme de ce modèle. Lopez déclare avoir perdu son arme pendant la nuit où il se cachait dans une benne à ordures située à environ 1,5 km du lieu du crime. Cependant, quand les enquêteurs et une équipe d'experts se rendent sur place pour recueillir l'arme, ils y trouvent des traînées de sang, mais aucune arme à feu. La benne a été vidée. Il est impossible de retrouver le revolver. Sans armes ni témoins pour prouver la culpabilité de Lopez, les procureurs sont confrontés à une affaire qui repose principalement sur des preuves indirectes. Mais ils disposent toutefois des aveux du suspect, à la fois par écrit et sur un enregistrement vidéo. Il s'agit de la pièce maîtresse sur laquelle reposent tous leurs arguments. Au cours des semaines suivantes, la défense tentera de détruire cette preuve clé. Si elle parvient à convaincre le juge de l'irrecevabilité de ces éléments, le suspect pourrait bien être acquitté. Michael Anthony Lopez a été inculpé de la mort par balle du policier Michael Aiken en septembre 1998. Au printemps 1999, les procureurs Chuck Rosenthal et Kelly Ziegler travaillent toujours à réexaminer les indices, à planifier leur stratégie en cours et à réfuter les attaques de la défense qui pourraient bien réduire à néant tous leurs efforts. La défense allègue que Lopez a été battu et contraint à passer aux aveux. Elle veut que le procès soit tenu ailleurs. Elle demande également que le dossier soit retiré des mains du procureur Chuck Rosenthal, car elle croit qu'en raison de ses conversations avec le prévenu, il sera peut-être appelé à témoigner. Leur demande n'était pas fondée car on disposait d'autres témoins qui pouvaient affirmer la même chose que moi. La partie poursuivante remporte une manche quand le juge rejette toutes ses motions. Les procureurs pourront enfin se consacrer entièrement à leur stratégie. Le 17 mai 1999, l'affaire de l'État du Texas contre Michael Anthony Lopez est présentée devant les tribunaux. Dans sa déclaration d'ouverture, l'assistante du procureur Kelly Ziegler déclare que les preuves dont la poursuite dispose sont solides. Des témoins affirment avoir vu l'agent Aiken poursuivre Lopez dans le champ. Des preuves génétiques démontrent que Lopez se trouvait sur la scène du crime et surtout
on dispose d'un enregistrement vidéo de Lopez dans lequel il reconnaît avoir tué Michael Ekin. Ziegler et son collègue, le procureur Chuck Rosenthal, croient détenir suffisamment de preuves pour obtenir gain de cause. La défense choisit de ne pas faire de déclaration d'ouverture, préférant réfuter chacun des arguments de la partie poursuivante. C'est une stratégie qui peut déstabiliser même le procureur le plus expérimenté. En choisissant de ne pas faire de déclaration d'ouverture, la défense s'assure de ne rien divulguer de la stratégie qu'elle a adoptée. Au premier jour du procès, 3 des passagers de la Cadillac sont appelés à la barre. Leurs descriptions de la nuit du meurtre sont toutes similaires. Les 6 adolescents n'avaient pas de projet particulier ce soir-là. Ils déclarent qu'ils ne faisaient que passer du temps ensemble. Yes, sir. Les témoins reconnaissent que le soir de la fusillade, ils ont tous inhalé des vapeurs de diluant à peinture pour se droguer à peu de frais. Quand un policier les a obligés à se ranger, Lopez est devenu anxieux. Il a confié à ses amis qu'il était recherché pour violation des conditions de sa libération conditionnelle. Il a alors demandé au conducteur de se ranger à un endroit où il pourrait facilement prendre la fuite si c'était nécessaire. Selon les adolescents, l'agent Ekin était poli et il s'est comporté de manière professionnelle. L'agent leur a demandé des pièces d'identité. Quand il a vu que Lopez ne lui en présentait aucune, il lui a demandé de descendre de la voiture. Il s'apprêtait à fouiller le jeune homme quand celui-ci s'est enfui. L'agent l'a alors poursuivi. Quelques minutes plus tard, dans le silence de la nuit, on a entendu des coups de feu. Grâce au témoignage des autres adolescents présents dans la voiture, le procureur a pu établir que Lopez était sous l'emprise de la drogue, qu'il était agité et qu'il a été le seul à prendre la fuite dans les champs cette nuit-là. Les procureurs appellent ensuite une série de policiers à la barre afin de décrire le moment où ils ont découvert le corps de l'agent Ekin, la chasse à l'homme pour retrouver Lopez et la façon dont ils ont recueilli les indices. L'agent Sean Conrad est un témoin précieux pour la partie poursuivante. Conrad, comme plusieurs de ses collègues, a été dépêché sur les lieux après que l'agent Michael Ekin a cessé de répondre aux appels radio. Il espérait trouver Ekin quelque part dans les champs et il cherchait à mettre la main sur sa radio qu'il aurait laissé tomber. C'est alors qu'il a trouvé l'agent mortellement blessé. He was lying on his back, and he had what appeared to be a gunshot wound to his throat. And I was hoping he was still alive, but I knew he wasn't. Thank you very much, officer. Alors que l'agent Conrad est toujours à la barre, la défense en profite pour essayer de miner la crédibilité de ce témoin de l'État. L'avocat de la défense, Ricardo Rodriguez, déclare que son client, Michael Lopez, a été battu par la police au moment de son arrestation et contraint à faire des aveux. C'est une assertion plausible. Le prévenu a été accusé d'avoir tué un agent de police et il était couvert de coupures et d'égratignures au moment de sa mise en détention. Rodriguez demande à l'agent Conrad de lui décrire la nuit où Lopez a été arrêté. And isn't it true, sir, that there were some people out there who were a little hot-headed? What do you mean by hot-headed? Conrad est en désaccord avec les allégations de la défense selon lesquelles les policiers venus arrêter Lopez voulaient le battre. Mais Rodriguez signale à Conrad que celui-ci n'était pas présent lorsqu'on a trouvé Michael Lopez dans un garage abandonné. Par conséquent, il ne peut pas savoir si le prévenu a été battu au moment de son arrestation.
Officer, you personally didn't go inside that garage to effect the arrest of this defendant, did you, sir? No, sir. He was already being brought out by the time I made it up to the garage. D'autres policiers appelés à la barre nient vigoureusement avoir fait quoi que ce soit de fautif. La défense déclare alors ne pas s'expliquer pourquoi le procureur n'a pas fait appeler à la barre les agents ayant procédé à l'arrestation du prévenu. Officer, isn't there a code of silence in the precinct not to talk about somebody getting beat up? I've never been involved in anything that would be a beating. But isn't it common knowledge, sir, that if one deputy sees another deputy beating a defendant, that deputy isn't going to say anything, is he? Objection. That's sustained. Is there or is there not a code of silence among police officers? I can't answer for other police officers. I can only answer for myself. You've heard of it, have you not, sir? I've heard what some people have said about it. Yes, sir. La défense force habilement un policier à reconnaître qu'il a remarqué une coupure récente au front de Lopez lorsqu'il a été mis en détention. Et sur les photos du prévenu prises dans sa cellule, on peut voir ce qui ressemble à des blessures récentes sur son dos et ses membres. Chaque fois que la défense interroge les témoins, elle compte des points. Il ne reste plus qu'une journée de témoignage, mais les procureurs Chuck Rosenthal et Kelly Sigler savent qu'il leur reste leur témoin le plus convaincant à présenter. Michael Anthony Lopez subit son procès pour le meurtre du policier Michael Ekin. Durant 2 jours, Lopez a dû écouter ses amis, des agents de police et des experts témoigner contre lui. Maintenant, le jeune homme devra écouter le pire témoin de tous, lui-même. Les procureurs font jouer l'enregistrement vidéo où il avoue son crime peu de temps après sa capture. Après avoir été conduit dans le champ où le meurtre a été commis, Lopez décrit avec précision le crime, expliquant pourquoi il s'est enfui et pourquoi il a tiré les projectiles fatals. Il était toujours sous l'effet de la drogue, affirme-t-il, quand Ekin lui a demandé de descendre de voiture. Il a commencé à penser à la suite des choses et au fait qu'il ne voulait pas aller en prison et être séparé de sa petite amie et de sa famille. Il a alors cru que la seule solution était de s'enfuir. Pendant la lutte entre l'agent Ekin et lui, Lopez affirme qu'il a sorti son arme et l'a braquée sur sa tempe, menaçant de se tuer plutôt que de retourner en prison. Le policier était derrière lui quand il a pointé son arme aveuglément au-dessus de son épaule. Ensuite, toujours selon Lopez, il a momentanément perdu la faculté de penser. Ses aveux sont convaincants et offrent un argument plausible à la défense. Lopez a affirmé de façon claire que le coup de feu était accidentel. Or, pour pouvoir le faire reconnaître coupable d'un crime capital, les procureurs doivent prouver que Lopez a tué le policier intentionnellement ou en toute connaissance de cause. Les procureurs ne peuvent lire dans les pensées secrètes du prévenu, mais ils disposent d'une dernière preuve qui, selon eux, convaincra le jury que le prévenu est coupable hors de tout doute. Le corps de l'agent Ekin, qui a été découvert dans un champ cette nuit-là, recelait des indices cruciaux pour des experts comme John Dickinson. Celui-ci vient à la barre pour réfuter la version des faits du prévenu. Well, according to Lopez, both he and the officer had their guns out and they were struggling, and Lopez's gun went off first. But if that were the case, Ekin would have been found on the ground with the gun in his hand or the gun on the ground. Quand on a trouvé le corps d'Ekin, celui-ci tenait encore une paire de menottes dans sa main et son arme se trouvait toujours dans son étui. Selon Dickinson, si le prévenu avait tenu son arme dans les airs, Ekin n'aurait pas tenté de lui passer des menottes. L'examen du corps de la victime, fait par le médecin légiste, indique que les coups ont été tirés à bout portant.
De plus, la trajectoire des projectiles indique qu'au moins l'un d'eux, celui qui a atteint la moelle épinière, a vraisemblablement été tiré lorsque l'agent gisait au sol. Le procès dure 4 jours. Les deux parties donnent ensuite des plaidoiries finales convaincantes. L'avocat de la défense, Ricardo Rodriguez, maintient que son client a été contraint de passer aux aveux, affirmant qu'il n'était pas en état de prendre une décision éclairée, ayant été battu et n'ayant pas dormi pendant plus de 40 heures d'affilée. Si le jury est d'accord avec lui, les aveux deviendront irrecevables et les jurés ne pourront baser leur verdict que sur des preuves indirectes. La procureure Kelly Ziegler parle avec autant de détermination. Il est facile d'avoir pitié de lui, affirme-t-elle. Il est assis là dans son complet et il a l'air si jeune et si docile. Mais son âme est animée d'une violence et d'une rage sans borne, ajoute-t-elle. C'est alors que le prévenu se met en colère. Finalement, pense Kelly Ziegler, le jury peut voir qui est le vrai Michael Lopez. Le jury a alors vu qu'il n'avait aucun contrôle sur lui-même. Personne n'est parvenu à lui faire entendre raison, même dans la salle d'audience où il subissait son propre procès pour sa vie, où se trouvait le juge Ted Poe et des policiers. Il ne se contrôlait plus. Après seulement 2h30 de délibération, le jury envoie un message au juge. Il en est arrivé à un verdict. Le jury déclare Michael Anthony Lopez coupable du meurtre de l'agent Michael Ekin. Malgré ses suppliques enflammées, Lopez devra payer pour son crime. Mais comment? Écopera-t-il d'une peine de prison à vie ou de la peine de mort? Pour en arriver à ce verdict, le jury doit être unanime. Les 12 jurés doivent tous être d'accord avec cette décision. Si l'un des membres du jury, pour une raison quelconque, n'est pas à l'aise avec ce verdict, s'il préfère que le coupable écope d'une peine de réclusion à vie, la loi le permet. Ça donne une porte de sortie au juré. Les procureurs doivent convaincre le jury sur 2 points. D'abord que Michael Lopez représente une menace éventuelle pour la société et deuxièmement qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes qui justifieraient la prison à vie plutôt que l'exécution. La poursuite fait comparaître une série de personnes qui ont vu le coupable devenir de plus en plus violent. D'autres personnes ont été ses victimes. L'ami de sa sœur déclare qu'il l'a déjà menacée de son arme à feu. Elle affirme qu'il lui a déjà confié qu'il rêvait de tuer un agent de police. La défense opte pour une autre approche. Plutôt que de faire témoigner plusieurs personnes, on choisit un seul témoin persuasif qui obtiendra peut-être la sympathie des jurés. Michael Anthony Lopez père, le père du prévenu. How long have you been in jail? 20 years. Il reconnaît avoir été un très mauvais modèle pour son fils. Il a passé plus de temps en prison qu'à l'extérieur. Il exprime ses regrets de n'avoir jamais pu être présent pour son fils. Il supplie le jury d'être clément. Pendant les délibérations, Ziegler ne peut s'empêcher de penser à la victime. Comme Lopez, l'agent Michael Ekin a été élevé au sein d'un foyer désuni. Lui aussi a grandi dans un quartier défavorisé de Houston. Il y avait quelque chose de bon en Michael Ekin qui le poussait à faire le bien. C'est pour ça qu'il est devenu un policier. Après plus de 6 heures de délibération, le jury vient donner sa décision à propos de la peine du prévenu. Une fois de plus, les jurés sont unanimes. Lopez écope de la peine de mort. Le juge Ted Poe de la Cour d'État s'adresse directement au condamné avant de lever l'audience. Je voulais m'assurer qu'il savait ce qu'il avait fait, qu'il savait qu'il était responsable de ses actes. Ce n'était pas la faute de la société, ni celle du quartier où il avait grandi. Il avait choisi de tuer un agent de police. Michael Lopez attend à l'heure actuelle son exécution au Texas.
il connaîtra le même sort que celui qu'il a fait subir à sa victime. Michael Ekin, lui, est toujours présent dans la mémoire de sa famille, de ses amis, mais aussi des procureurs qui ont tout fait pour que son meurtrier paye pour ses actes.